Bonjour à tous. Alors une petite vidéo, j'allais dire rapide, parce que je me disais que là ce week-end il y a quand même des brocantes et des vide-greniers qui vont revenir à l'occasion de l'automne et qu'il me fallait revenir avec vous sur un petit peu tout ce qu'il faut voir par rapport à la préparation de ces visites de vide-grenier. Et je voulais voir ça avec vous parce que bon, j'en ai déjà parlé, mais ça me semble important. Par contre, même s'il y a un petit peu de soleil, je sens les premières gouttes de pluie me tomber dessus. Donc ce que je vous propose, c'est de se mettre à l'abri et qu'on parle de tout cela à l'abri. Alors évidemment, voilà, je rentre, il y a eu un grand soleil tout d'un coup, la pluie a cessé de battre sur les fenêtres, idéalement. Bien, donc l'important, c'est que je puisse vous reparler de ce sujet, donc des vide-greniers. Parce que je vous ai déjà fait une vidéo il y a longtemps. Mais bon, outre que c'était il y a longtemps déjà. D'autre part, il y a eu des changements quand même, hein, vous l'aurez peut-être noté, avec l'épidémie, avec le confinement, avec des tas de choses qui doivent être pris en compte pour les vide-greniers, les événements comme ça qu'il y a maintenant. Il y a même des choses dont je n'ai jamais parlé, comme les bourses geeks. Un terme qui m'a toujours fait rigoler. Le fait est que donc il faut reprendre tout cela. Voilà, et j'espère que vous verrez cette vidéo rapidement, parce que c'est ce week-end là, maintenant, qu'il va y avoir des choses intéressantes avec l'arrivée de l'automne. Donc moi, quand j'étais sur la région parisienne, c'est différent évidemment selon les régions, hein, voilà. Mais quand j'étais en région parisienne, il y avait deux moments où il y avait le plus de vide-greniers. Je ne parle pas de brocante, je ne parle pas de lieux où il y aura en vente des vieilleries. Je parle vraiment de vide-greniers, de particuliers qui prennent des stands dans leur ville ou ailleurs et qui vendent ce qu'ils ont dans leur grenier, dans leur cave, les affaires dont ils veulent plus, hein. Donc les vide-greniers les plus intéressants en région parisienne, ça a toujours été au début de l'été, donc début juin, et au début de l'automne, donc début octobre. Là, on est début octobre, et le fait est que c'est ce week-end, là, ce samedi, ce dimanche, qu'il y aura les plus gros vide-greniers. En partie ce samedi, mais le dimanche, si ça n'a pas changé avec les confinements et compagnie, mais les plus gros événements ont facilement 2500 exposants. Je pense notamment à Houille Carrière-sur-Seine ou à Torcy sur la région parisienne, qui sont d'ailleurs à des endroits diamétralement opposés de la ligne RER A. Donc il y a quand même plein d'événements comme ça à prendre en compte et à vérifier sur le net, parce que moi à mon époque j'avais un magazine qui me permettait de noter tous les événements en question et de m'y rendre souvent à pied, hein, ou en vélo. Le fait est que vous avez la possibilité maintenant, avec votre smartphone, avec votre PC, de vérifier ce qu'il en est sur des sites. Sur le net, vous tapez vide-grenier, vous tapez même la ville où vous vous trouvez, ou le village, et ça va vous indiquer, dans la région où vous êtes, autour de chez vous, ce qu'il y a. Et j'insiste sur le fait que même s'il y a des gros événements, c'est pas parce que vous allez à un gros événement au hasard, la foire de Lille, qui a paru une fois il y a 30 ans, a toujours été très décevant pour moi. C'est pas parce que vous allez dans des petits événements, dans des petits vide-greniers, surtout si c'est à côté de chez vous, que vous n'allez rien trouver. Il m'arrivait très souvent de trouver des objets, des maquettes, des jouets, des trucs de folie à 2 pas de l'endroit où je me trouvais. Et si c'est à côté de chez vous, ça serait bête de ne pas en profiter, parce que vous n'avez pas de transport en commun, vous n'avez pas le temps de transport, vous n'avez pas le stress d'y aller ou de vous lever super tôt. Vous pouvez vous lever super tôt parce que 6h, 7h du mat, à l'installation de certains exposants, pas tous, vous êtes à côté, voilà, quelques centaines de mètres, et vous y êtes, donc
allez-y, allez-y. Et il y a des événements comme ça donc qui sont autour de chez vous en ce moment même, ce week-end, et il serait dommage de ne pas y aller. Pourquoi? Tout simplement parce que régulièrement, on me dit: «Mais comment tu fais pour avoir autant d'objets de collection, autant de jouets vintage?» Bon, outre que j'en ai pris au fil du temps, hein, sur ces 40 dernières années, idem pour les maquettes. Le fait est que les vides-greniers, ces 30 dernières années, ont largement contribué à me permettre d'avoir accès à, ces objets et à petit prix. Ça, j'en ai déjà parlé, vous le verrez là, dans mon premier vlog où j'ai clairement indiqué que si j'ai autant de maquettes, et de maquettes SF, de maquettes de robots, c'est grâce aux soldes, c'est grâce au vide-grenier, c'est grâce à plein d'autres choses comme ça, mais certainement pas en ayant acheté tous ces objets-là au prix fort. Donc faire les vide-greniers, c'est quand même important si vous désirez trouver des objets, et je dirais même qu'il est important de prendre ça légèrement. Voilà, ne pas y aller avec une idée fixe, trouver un objet, un jouet XOR sous boîte, état neuf, ça peut arriver. Mais si vous allez avec uniquement cette idée-là, tout ce que vous verrez autour ne correspondra pas à votre objectif, et vous allez gâcher votre journée. Pour préparer correctement un vide-grenier, il faut déjà y aller avec un esprit de découverte, un esprit libre, un esprit, comment dirais-je, dépourvu de but précis. Voilà, ça c'est très très important. Prenez ça comme une balade dominicale, prenez ça comme, voilà, surtout si c'est à côté de chez vous, allez-y en vous baladant. Mais il y a quand même un certain nombre de règles de base à prendre en compte afin de faciliter justement ces découvertes, ces surprises qui seront, je l'espère, les meilleures pour vous. Le fait est que pour autant, même si c'est une balade, il faut se préparer à différents niveaux. Déjà, vous l'aurez noté, là, il pleut. Je suis obligé de parler avec vous depuis chez moi, voilà, enfermé sous un toit. Si vous allez dans un vide-grenier ou dans un événement comme ça et qu'il pleut, si ça vient de débuter, essayez quand même d'y aller, les gens seront en train de remballer, vous pouvez quand même trouver des choses. Ça m'est arrivé assez souvent de trouver des objets sous la pluie. Voilà. Mais en pleine journée, s'il a plu toute la journée, c'est même pas la peine d'y aller, tout le monde aura remballé, sera parti, puisque c'est forcément en plein air. Pour autant, la veille, il vous faut quand même préparer un certain nombre de choses. La première chose, c'est la monnaie. On n'y pense pas toujours, mais il vous faut de la monnaie. Si vous voulez faire des affaires, si vous voulez négocier un objet, si vous sortez un billet de 10, un billet de 20, un billet de 50, c'est pas raisonnable, parce que les personnes que vous avez en face de vous sont pas des professionnels, c'est pas des gens qui ont nécessairement préparé de la monnaie, ou la monnaie sera partie très rapidement s'ils ont vendu dans la journée. Donc ne sortez pas des gros billets. Qui plus est, sortir des gros billets alors que vous venez de négocier une figurine Star Wars de 1 € à 50 centimes, c'est pas raisonnable. Donc il vous faut de la petite monnaie, il vous faut des pièces, et énormément de pièces. Si vous avez la possibilité de préparer ça longtemps à l'avance, je dirais même des mois à l'avance, moi je garde régulièrement de la monnaie, des pièces dans un porte-monnaie qui est fait pour. Et voilà, mais si la veille vous devez faire de la monnaie, le minimum syndical, c'est de tirer quelques billets quand même, d'aller faire des courses comme vous le faites d'habitude, et la monnaie que vous aurez, en payant bien évidemment en monnaie sonnante et trébuchante, c'est de garder les pièces pour le lendemain. Si vous n'avez pas pensé à faire de monnaie, vous pouvez aussi profiter des commerces qui sont ouverts souvent le dimanche matin, ou même le samedi matin d'ailleurs, et d'aller par exemple au hasard dans une boulangerie, vous prendre un croissant, vous prendre une chocolatine, et là aussi vous faire de la monnaie finalement dans un commerce, et vous faites en plus marcher les commerces locaux, ce qui est une bonne chose. Donc il vous faut préparer de la monnaie. Cette monnaie par contre, faites en sorte vraiment que ça soit hors de portée des pickpockets. Ces événements-là attirent malheureusement des gens qui en veulent à votre argent.
Et donc il faut absolument que vous mettiez ça dans une poche fermée, éventuellement au sein de votre blouson, bien fermé, pas ouvert du tout. Et même si vous devez avoir accès à ce porte-monnaie régulièrement, il est très important de le mettre dans une poche qui ferme. Ne mettez pas ça dans un sac, votre sac risque d'être aussi subtilisé. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de sacs, il vous faut aussi des sacs. Si vous faites une grosse moisson, je vous le souhaite, il vous faut quand même des sacs pliables. Les sacs en tissu qu'on trouve par exemple à Picard sont excellents pour ça. Et ça peut le faire. Évitez par contre absolument, si c'est possible, de montrer ce que vous avez déjà acheté ailleurs. Ça risque d'indiquer à la personne qui vend ce qui vous intéresse, c'est de faire monter les prix. Ça c'est aussi un petit type tout bête. Là par exemple, aussi on en parlera tout à l'heure, mais la casquette que je porte là, c'est pas quelque chose qu'il faudrait que je porte dans un vide-grenier. Mais on va y revenir. Donc, de la monnaie. Protéger cette monnaie. Et justement, on va parler dress code. Donc le dress code, bah, s'il y a du vent, s'il risque d'y avoir de la pluie, faites en sorte de préparer vos affaires en fonction. Vraiment avoir un blouson coupe-vent et avec des poches, c'est encore l'idéal. Choisissez bien vos chaussures, évitez de vous balader avec des chaussures de ville, genre mocassin ou quoi. Prenez des baskets, prenez des chaussures de marche. Mais faites en sorte d'avoir quand même quelque chose qui évite de vous faire attraper des ampoules à la fin de la journée. Ça serait quand même un peu dommage, parce que là, je le rappelle, même si j'ai proposé de visiter des petits événements, vous aurez certainement peut-être la possibilité de visiter des gros événements qui vont vous prendre la moitié, si ce n'est la totalité de la journée. Donc préparez-vous à cela. Donc le dress code, par contre, évitez, même si maintenant c'est la mode, les t-shirts geeks. Évitez de marquer le coup en montrant que vous êtes un fan de Star Wars, un fan de Dragon Ball, un fan de manga. Voilà, vraiment le plus casual possible. Et si comme moi vous aimez les casquettes et les chapeaux, bah, évitez d'avoir un cobra sur la casquette. C'est le mieux. Une fois j'ai vu les prix monter en flèche avec un gars qui m'a pris immédiatement pour un collectionneur de Star Wars, parce que j'avais une casquette Star Wars sur le crâne, et ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc le dress code, voilà. Ensuite, pour le transport, en province, vous n'avez pas nécessairement le choix. Ça sera forcément avec votre véhicule, avec une voiture, une moto, une mobilette, que sais-je. Moi, j'aimais bien faire ça avec un vélo. Parce que en plus déjà ça fait faire de l'exercice, mais en plus il fait beau, c'est quand même beaucoup plus agréable comme ça de se balader. Et en faisant attention, on peut très bien aussi prendre le vélo avec soi dans les rues, et vous pouvez toujours le mettre quelque part, mais je vous le conseille pas, parce que là encore il n'y a pas que les pickpockets, il y a des gens aussi qui en veulent à votre vélo, et ça j'ai malheureusement eu cette triste expérience plusieurs fois. Quoi qu'il en soit, donc pour vous rendre dans les événements, encore une fois, c'est pour ça que c'est important de planifier des endroits où vous vous rendez autour de chez vous. Si c'est beaucoup plus loin, voyez ce qu'il y a en cours de route, éventuellement sur le retour ou à l'arrivée. Voilà, voyez ce qu'il y a autour d'un autre point éloigné de là où vous vous trouvez. Mais l'important surtout, c'est d'y aller tôt le matin. Alors, je lis souvent que pour des amis collectionneurs, au-delà de 7 heures du matin, il n'y a plus rien. Je vous avoue que par rapport à mon expérience, c'est faux, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que tout le monde n'est pas installé à 6 heures du matin, rarement. Moi, je participe parfois à des vides-greniers chez moi, et je peux vous assurer que peut-être à 8 heures, mais à 7 heures, personne n'est installé. Personne. Donc, ce que vous aurez à 6 heures, c'est des gens qui vont s'installer, que vous allez déranger. Et je sais qu'il y a certaines personnes que ça gêne pas, qui sont là justement pour ça, pour délester ces gens-là des objets les plus intéressants. Je pense notamment à ceux qui font du rétro gaming. Mais c'est pareil aussi maintenant pour les jouets de collection, c'est pareil pour plein de choses, pour le manga, pour un peu moins le DVD, le Blu-ray bizarrement. Mais donc voilà. Les objets de collection ont tendance effectivement à partir assez rapidement. Pour autant,
Ceux qui sont vraiment installés à partir de 8 heures, sont encore là à 9 heures. Et je dirais même que parfois, quand ils sont à côté de chez eux, ils vont remettre sur leur stand d'autres objets assez rapidement dans la journée. Donc, quelque part, y aller tôt le matin, oui. Mais très très tôt, pourquoi pas. Mais j'aurais tendance à dire que si vous le faites, n'hésitez pas à retourner en milieu de matinée pour voir ce qui a été ajouté que vous n'avez pas vu parce que c'était dans un sac ailleurs dans la voiture de la personne qui est arrivée, ou ça avait été oublié, ou laissé tout simplement à la maison parce qu'ils sont en train de vendre en face de chez eux. Donc évitez de croire que vous n'aurez rien après 7 heures, c'est faux. Par contre, si vous décidez à bouger à midi, voire carrément en milieu d'après-midi, oubliez. Même si moi j'ai vu souvent des affaires se faire et même récupérer des objets qui avaient été jetés en fin de journée, bon, faut pas rêver, faut effectivement être un lève-tôt quand on veut faire des vides-greniers, quand on veut être un chineur, comme on appelle ça. Donc voilà, l'horaire c'est tôt le matin, et comme ça en plus ça vous permet de profiter du reste de la journée tranquillement. Le matin, c'est vraiment le moment où vous trouverez le plus de choses. En après-midi, un peu moins, mais il y a toujours possibilité parce que les gens, là aussi un autre type, c'est tout bête, hein, mais les personnes qui exposent en milieu de journée, en milieu d'après-midi, savent qu'ils risquent de se retrouver avec les objets avec eux alors qu'ils veulent s'en débarrasser et se faire de l'argent. Vous avez la possibilité éventuellement de négocier plus facilement des prix vers le bas. Si on vous demande 10 € pour un truc, vous dites écoutez, je suis désolé, mais moi j'ai plus de monnaie, j'ai plus trop d'argent, est-ce que 7 € ça vous irait? Voilà. Donc très souvent les gens accepteront. Là aussi, d'autres conseils, n'oubliez jamais d'être poli, n'oubliez jamais d'être prévenant. Bonjour, au revoir, merci. Souriez autant que vous pouvez, même si ça peut sembler idiot. Les gens sont là depuis l'aurore, donc ils n'ont pas envie d'avoir une soupe à la grimace, ils n'ont pas envie d'avoir quelqu'un qui les regarde pas dans les yeux, qui dit même pas bonjour. Voilà, soyez polis. Et ça c'est très très important parce que en plus de ça, on n'est pas là encore une fois pour s'embêter, on n'est pas là pour vraiment mettre une mauvaise ambiance, donc n'hésitez pas à parler avec les gens, ne serait-ce que pour vous renseigner sur l'origine des objets qui vous intéressent, savoir s'ils ont autre chose chez eux, on ne sait jamais. Et moi j'ai souvent eu de très très bonnes surprises comme ça, un élément manquant qui est chez eux. Une fois j'ai même retrouvé une famille, l'année d'après ils m'avaient retrouvé les objets manquants, ils me les ont filés. Enfin voilà, n'hésitez pas à sociabiliser, j'allais dire, c'est quand même relativement important. Ensuite, sociabiliser, c'est bien gentil, mais vous êtes là aussi pour obtenir un objet qui vous intéresse. Et donc, il va vous falloir négocier. Ne restez pas sur l'idée que le prix qu'on vous indique, si on vous en indique un, est celui qui est fixe. Vous n'êtes pas en magasin. D'autant que parfois, la personne qui vous propose un prix va vous proposer un prix qui est totalement pas raisonnable. Et il va falloir vous négocier et indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que ce n'est pas le prix que vous mettrez. Donc, quelques conseils à ce niveau-là aussi, d'un vieux chineur, c'est que déjà, encore une fois, quand vous fouillez, évitez de focaliser sur un objet, même si c'est celui qui vous intéresse. Prenez-le quand même, mais prenez-en d'autres, même si ce n'est pas ceux qui vous intéressent immédiatement. Prendre des lots, c'est faire baisser le prix de l'objet que vous voulez. Prendre des lots, c'est aussi prendre des objets que vous avez éventuellement, des accessoires que vous avez éventuellement, mais qui peuvent intéresser des amis. La raison pour laquelle j'ai trop d'objets chez moi, c'est aussi ça, c'est que j'ai souvent pris des trucs en double, en triple, en quadruple, pour des amis, et parfois ça m'a même aidé à remettre en état un objet qui a été perdu, qui a été cassé.
Voilà, n'hésitez pas à prendre des lots, c'est toujours utile. Ça fait baisser le prix de toute façon de l'objet. Ne nommez jamais, jamais l'objet en question en montrant que vous y connaissez. Évitez de dire à combien cette Valkyrie Tensormap de 1982 de Takatoku qui est devenue totalement introuvable maintenant. C'est le meilleur moyen de faire grimper les prix. Puis à part vous la péter, je vois pas à quoi ça sert, parce que la plupart du temps, les gens qui vendent ça ne savent pas ce que c'est. Par contre, si vous avez sociabilisé et qu'on vous a indiqué très clairement ce que c'était, vous savez en face si c'est une personne qui s'y connaît et qui a tout à fait raison en disant voilà, j'en veux tant. D'ailleurs, au passage, si le prix est raisonnable, si l'objet est en bon état, si l'objet est complet, si l'objet est sous boîte, rêvons un peu. Ça m'est arrivé de trouver des objets de collection sous boîte à un prix tout à fait raisonnable. Ne discutez pas le prix. Si vous trouvez justement une Valkyrie, que ce soit la version de 90 ou la version des années 80, neuve sous boîte, même pas ouverte ni rien, et que vous la trouvez, je sais pas moi, à 15 €, discutez pas, prenez, voilà. C'est le meilleur moyen de montrer du respect pour la personne qui vend ça, qui vend peut-être d'ailleurs souvent un objet d'enfance, un objet plein de souvenirs, un objet dont ils souhaitent se séparer pour une raison X ou Y, ils ont besoin d'argent ou quoi, mais évitez de jouer les rapias et de faire baisser le prix de 15 € à 10 €, soyez raisonnable. Par contre, pour les objets en loose, et ça concerne aussi bien les jouets que les maquettes, vous avez tout à fait intérêt à vérifier l'état de l'objet et à dire bon bah là je suis désolé, c'est pas complet, il manque des choses, hein, comment vous le savez, bah voyez bien que là dans cette boîte il manque ci, il manque ça. Pour une maquette par exemple c'est tout bête, hein, mais les pièces sont détachées, sont abîmées, sont commencées. Vous pouvez dire que vous ne pouvez pas vérifier là, vous n'avez pas trop le temps, mais il y a de fortes chances qu'il manque des pièces. S'il n'y a pas la planche de décalco, s'il n'y a pas la notice de montage, l'objet n'est pas complet, et même si c'est une grosse maquette à Segawa ou un 48, si c'est commencé, si c'est certainement incomplet, vous ne pouvez pas payer ça le prix qu'il y a dans le commerce, puisque de toute façon c'est en loose, c'est incomplet, c'est en mauvais état, ça ne mérite pas le prix dans le commerce. On est dans un vide-grenier, là par contre il faut faire en sorte que la personne soit persuadée en face de devoir être raisonnable en termes d'exigence de prix, de vente. Donc vérifiez tout cela et faites en sorte de convaincre, mais toujours dans le respect et la politesse, que l'objet pour vous ne mérite pas 5 € mais 2. Voilà. Pour les maquettes, c'est d'autant plus important que moi, par exemple, quand je prends une maquette, que ce soit de SF ou une maquette classique, et la plupart du temps c'est des classiques, des avions, des bateaux, des voitures, moi je les prends non pas pour les faire telles quelles, mais je les prends pour faire des kits bash, je les prends pour faire d'autres maquettes, pour récupérer des pièces et faire autre chose, pour détailler un Faucon Millenium ou quoi. D'ailleurs vous pouvez le dire, ne vous cachez pas de ce fait, et ça permet encore une fois de sociabiliser. Mais donc voilà, il faut rester raisonnable et indiquer que l'objet ne mérite pas le prix qui est demandé parfois. Et vous pouvez aussi continuer en disant écoutez, si vous voulez, moi je veux bien payer ce prix-là, mais je prends aussi cet objet-là en plus, et donc hop, de maquette pour le prix d'une, et youpi. Et là du coup, j'en arrive à des points de détail qui sont en rapport avec la période assez difficile qu'on vit actuellement. C'est que vous avez tout intérêt à faire des vide-greniers maintenant pour obtenir des objets, d'autant que là ça fait quelques années que Bandai a fait de gros efforts pour distribuer des maquettes, et pas que de Gundam mais aussi de Patlabor, de Dunbine, ce que vous voulez. J'ai même vu du Votoms alors que c'est du Takara, mais bon, le fait est que il y a de fortes chances que vous trouviez des maquettes japonaises, des maquettes de robots, des maquettes de pop culture, on va dire, donc dans des vides-greniers. Donc il faut y aller là maintenant. Vous aurez, j'espère, la chance de les trouver pour pas trop cher. Si c'est déjà monté, et ça aussi c'est un point important, encore une fois, ne visez pas l'objet neuf sous cellophane, sous boîte et compagnie. Si c'est déjà monté, c'est l'occasion justement d'avoir une maquette pour pas trop cher, et puis peut-être vous exercer à la peinture ou faire un kit bash. Donc si vous tombez sur un Gundam déjà monté high grade et que vous l'avez pas et qu'il est à 2 €, pourquoi se priver?
prenez-le. Moi, j'ai très souvent trouvé des maquettes japonaises. Bon, faut dire que je m'y connais peut-être un petit peu plus que la personne de base dans le public, mais j'ai trouvé du Evangelion et puis des limited modèles qui couraient par les rues. J'ai trouvé des SD Gundam, j'ai trouvé du Gundam, j'ai trouvé du Robotech, j'ai trouvé du Macross, j'ai trouvé des tas de choses. Donc voilà, l'occasion fait le larron, et ne vous arrêtez pas à l'état d'un objet qui aura certainement été commencé. Et si non seulement il a été monté, mais il a été peint et sans talent, là aussi, c'est un moyen de négocier le prix vers le bas, et puis profiter de l'économie que vous aurez réalisée pour acheter du glanzer. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Avec le glanzer, vous pourrez nettoyer tout ça et refaire la maquette correctement, et vous ne l'aurez pas payé 15, 20, 30 euros en boutique. Donc pourquoi pas ne pas vous y mettre. Et pour les jouets de collection, c'est vrai aussi. Les jouets en loose, c'est bien. Moi, j'ai complété les figurines et les jouets Star Wars que j'ai, non seulement à Nose et à Action, mais aussi en vide-grenier, parfois même à la poubelle, hein. J'en ai trouvé dehors, j'en ai trouvé jeté. Ça coûte pas cher, et c'est très bien, ça permet de compléter sa collection. Avoir uniquement des figurines, surtout en Star Wars, sous blister et tout, ne pas pouvoir les utiliser ou les toucher, c'est quand même un peu gênant. Donc n'hésitez pas à en acheter. Si vous en trouvez par lot, prenez. Voilà, souvent vous n'aurez pas l'accessoire, vous n'aurez pas l'arme. Est-ce si difficile que ça d'avoir une figurine sans son accessoire? Bon, moi j'estime que si la figurine est achetée à 50 centimes, 1 euro, ça va. Par contre, si c'est au prix que vous trouvez ces figurines de Star Wars à Jiffy à 5 ou 7 euros, alors que c'est en mauvais état et incomplet, oubliez. Mais si c'est pas cher, si c'est un lot, prenez. Et encore une fois, même si vous avez déjà, prenez quand même, parce que vous aurez l'occasion d'enfiler aux copains, de faire des échanges, de faire des euros. Donc voilà, même pour les jouets, donc c'est important quand même d'en prendre. Et je dirais même que quand c'est incomplet, vous avez intérêt à les prendre, parce que parfois vous aurez justement la pièce qui manque dans un autre objet que vous avez eu sans la pièce en question des années auparavant. Ça m'arrive tout le temps, et pour être tout à fait honnête, je crois que j'en ai déjà parlé, les débuts de ma collection en 1985, ça vient de là, c'est d'avoir des objets incomplets que j'ai eu à vil prix lors des soldes au printemps Haussmann en 85, avec des objets Bandai Poppy. Et du coup j'ai passé très longtemps à chercher les objets qui me permettaient de les compléter, et d'avoir le reste des collections toujours en loose. Donc pourquoi pas, faites ça aussi. Pour le jeu vidéo, c'est plus compliqué, parce que une cartouche, vous ne saurez pas toujours si elle fonctionne et si elle est en bon état. Donc là aussi, vous pouvez éventuellement négocier. Pour les manettes, pour les consoles, les gens vont pas pouvoir les brancher devant vous pour montrer que ça marche. À vous de voir. Le jeu vidéo et le rétro gaming, c'est pas mon domaine du tout. Mais en tout cas, pour les maquettes et les jouets, vous savez ce qu'il en est. Et je dirais qu'encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est le moment ou jamais de s'y mettre. Oui. Oui. Donc voilà, pensez qu'il y a des tas de domaines où des objets peuvent être intéressants éventuellement pour vous. Hein, voilà, donc ne vous limitez pas, encore une fois, à un objet en particulier. Gardez l'esprit large, gardez les yeux bien ouverts, et faites de façon logique, j'allais dire, la visite de ces vides-greniers. Et songez surtout que c'est l'occasion de faire une petite balade et peut-être de trouver des choses. Pour autant, il faut se préparer un petit peu en amont, je vous l'ai dit, dress code, monnaie, sac, et voilà. Donc j'espère vraiment que vous trouverez cette vidéo à temps. Je suis désolé, elle est peut-être un peu longue, mais il me semblait nécessaire de revenir dessus. De toute façon, si j'ai oublié quoi que ce soit, je vous ai mis le lien de la vidéo que j'avais déjà fait
qui vous permettra de faire une petite piqûre de rappel par rapport à ce que j'ai dit sur Emmaüs, les recycleries, les ressourceries, etc. De même, il y a un article que j'ai fait il y a de cela, je crois, 12 ans, sur le site de mon ami Lionel, alias Zenkuro, donc le site d'Hobby Forever. Normalement, l'article sur les vides-greniers y est toujours, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et voilà, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon chinage, une bonne balade. J'espère que vous trouverez des choses, j'espère que vous ferez de bonnes affaires, mais surtout que vous passerez un bon moment. Je terminerai juste sur une chose, c'est que faire un vide-grenier c'est bien, en faire 10 c'est mieux, en faire régulièrement c'est excellent. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que je vous ai donné tout plein de conseils intéressants. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, à me dire ce que vous avez trouvé, quelle brocante et quel vide-grenier vous avez visité. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, y compris les personnes qui me viennent de chez Toy Game, coucou à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog.